Regardons une vague. Il y a une dissymétrie de nature entre le dos et le ventre de la vague. Qu'on pourrait dire une dissymétrie entre la nature yin et yang. Une dissymétrie entre les trajets yang du dos, long et centripète, et les trajets yin du ventre, court et centrifuge. L'apogée, taille en chinois, est yang à son sommet, à son midi, tandis que l'apogée yin se trouve au milieu du ventre, et non comme le yang à l'extrémité de son parcours. C'est ainsi que la Chine a rendu compte de cette dissymétrie. Cela est vrai des cycles du jour et de tout cycle. La lumière à son sommet réduit l'ombre, mais l'obscurité n'a que la lune et les étoiles en guise d'équivalence. La transcendance s'est divisée en ce monde de manière dissymétrique. Le Taiji, ce symbole du yin et du yang devenu populaire, est avant tout la première carte astrale des hommes, établie de l'observation d'un piquet, le plus ancien calendrier. Taiji, c'est littéralement le fait suprême. Ces 6 périodes du jour, établies par les Chinois en des temps reculés, possèdent les mêmes noms que les méridiens du corps. L'os du bras est la terre, et sa peau l'orbite du soleil, se répartissant ainsi tous les organes, yin en lieu et place de la nuit sur la face interne du bras, et yang, les viscères, en lieu et place du jour sur la face externe du bras. Ainsi, on saura où se dirige la décharge énergétique de l'aiguille d'acupuncture. En tout lieu, le yang, en tant que qualité défensive, recouvrira toujours une surface plus vaste, protégeant ainsi sa partie yin qui est vitale. Cette dissymétrie portera tout ce qui est. Elle sera flagrante dans la relation des hommes et des femmes. Le yin et le yang se mélangent à l'endroit de l'écume, d'où naît 10 000 petites vagues dans un fractal mouvant, emporté par la spire, qui se composeront toute une série d'équilibres et de combinaisons avant de s'écraser pour se reformer plus loin infatigablement. L'écume est l'amour qui rend mélancolique. C'est pourquoi le vin est plein d'écume et qu'il incite à l'amour, puis à la mélancolie. Il naît du vent, comme dit Aristote. Quand je regarde la mer, je suis toujours mélancolique. Aphrodite est née de cet éclatement du bord de la vague au moment où elle se précipite pour tourner. Je peux rester des heures à voir le monde se dérouler depuis la plage. Au fond, la géométrie fractale est l'outil qui donne la mesure de l'analogie. Une vie, une année, une journée, une respiration, répétait un maître chinois. C'est beau que cette phrase soit sans verbe. Le yin est dans le yang et inversement jusqu'à l'infinitésimal, jusqu'au point où notre pensée peut aller. Une partie nettement yin sera yang pour une autre partie qui sera plus yin encore. Tout se compose en rapport, le plein refait sa forme vide. Il semble qu'en Chine, bien davantage qu'ailleurs, cette géométrie a été la base de toute pensée, la forme du système. Le Yi King est le seul livre sacré qui porte le fractal à son point de vertige. Toute vague est au fond une vague pleine doublée d'une autre vide. Au niveau des plis d'écume, le yin et le yang s'enroulent autour d'un nombre indéfini de nouveaux points, toujours les mêmes pourtant, et convergent tous vers le milieu où ils vont disparaître. Lao Tse dit « 30 rayons convergent au moyeu, mais c'est le vide médian qui fait avancer le char. » La forme de la grâce, je la connais. C'est ce point au milieu de la vague. La grâce aussi a sa géométrie. On aura beau s'agiter en bonnes actions, en vertu et en idéologie, tant qu'on n'aura pas reçu la grâce du centre, l'acte intérieur, toutes nos œuvres ne seront qu'œuvres mortes et écume vaine rajoutée à l'écume. Au centre de la vague se tient l'empereur, Wang en chinois, qui unit le haut et le bas, le ciel et la terre. Je sais bien qu'il faut remonter les dimensions du fractal vers le haut. D'abord, l'eau est lisse et ordonnée, puis se lève. Les ondes commencent à se courber latéralement, comme attirées par la présence du point. Il y a un passage net où les ondes se brisent, prennent l'apparence de la roche anguleuse. Le dos de la vague yang paraît un massif montagneux. La fractale installe timidement ses bases, puisque la silhouette de la vague se répète pour le moment dans sa texture. La vague forme alors un angle droit et semble le bord d'une falaise, séparant par une limite distincte le ventre du dos, le yin du yang. La pression turbulente yang fait éclater le bord en une lèvre d'écume. Là, la fractale prend place, s'enroule et croît à mesure. Commencement de la spire qui se projette jusqu'au point.
Les stries brisées pénètrent à l'intérieur, yang dans le yin. Les tourbillons se reproduisent jusqu'à la taille de leur propre viscosité, d'où renaîtra l'ordre, yin dans le yang. La vague se rejoint pour former un tunnel qui se resserrera, dessinant toujours plus précisément le point immobile en creux. Son action est due à sa non-action est due à sa place est au centre, sa trajectoire est droite. Si on la dessine, on a une idée de ce qu'est la voie, elle se finit en un étroit goulot. Telle est l'action non agissante, Wei Wu Wei des taoïstes, qui n'est pas autre chose finalement que l'acte pur aristotélicien, puisqu'à tout prendre, il en partage la géométrie, les propriétés et même le nom. On conviendra que l'agir du non-agir, c'est l'acte dont la puissance est nulle, sans potentiel de mouvement, soit comme le centre de la vague, un invariant par translation. Cette invariance, Aristote l'appelle acte antérieur, et Lao Tse l'appelle activité du ciel. Chez Maître Eckhart, cette convergence des notions devient flagrante quand l'immobilité métaphysique de l'acte prend une réalité éthique. Ce n'est pas l'acte moral qui compte, mais l'acte pur. Je cite : « Rien dans le juste n'a la permission d'être actif que Dieu seul. » Oui, dans un pareil état d'esprit, tu pourrais marcher sur une pierre et ce serait davantage une œuvre pieuse que si tu recevais pour l'amour de toi-même le corps de notre Seigneur et que ton état d'esprit manqua donc de détachement. C'est ce centre vide qui crée la rotation et son avancée inlassable. Ainsi, fixé au milieu du référentiel qu'il met en branle, son absence de dimension fait de lui le seul objet entre l'espace et son absence. Le centre est déplacé de par sa paix. C'est de cette manière que se déplace le sage. Il est le centre et l'action vient à lui. Ce point est la montagne à gravir sans agir. Telle est la formule de Maître Eckhart. Voici donc un char et sa roue. En chinois, on l'écrit de cette manière. On perçoit encore dans cette graphie un char vu de dessous. Vu de dessous, en effet, parce qu'on perçoit l'axe qui passe par le moyeu des roues. Au centre, le timon et la caisse de transport. Remarquez que quand le char avance, seul le centre de la roue trace un chemin droit, ce qu'on appelle en mathématiques un invariant par translation. Cette voie du milieu ou voie médiane est un concept important du taoïsme et du bouddhisme, le sage l'emprunte. La roue du char a son modèle stellaire. On l'a appelée l'étoile polaire, le moyeu du ciel. Les Chinois y voient le lieu du fait suprême, le Taiji. Elle était, par sa fixité, le point de repère dans l'étude du ciel. La position de la grande ourse par rapport au centre accuse les saisons. Le symbole de la svastika, qui représente la roue du monde et que l'on retrouve dans les traditions les plus épares, en tire probablement sa morphologie. Shakespeare donnera à cette formule de toute sagesse « Je suis aussi constant que l'étoile polaire qui, toujours fixe, est sans pareil au firmament. » Elle est la voie droite, le repère fixe sur lequel peut prendre appui la science terrestre. Le classique de médecine chinoise, le Nei Qing, dit « Les lois viennent du ciel, les méthodes viennent de la terre. » Comme le mathématicien René Thom l'a pensé, il y a beaucoup de notions, d'outils, de symboles qui découlent d'une nécessité morphologique. Il n'y a pas autant d'arbitraire culturel qu'on ne veut bien le penser habituellement. Et cette nécessité formelle est tirée de sa fonction, du sens de son existence. Les méthodes des hommes et leurs outils sont formés comme en un moule, en conformité avec les desseins du ciel. Et c'est bien un alphabet de ces moules invisibles que Thom a essayé d'étudier. Il y a une vérité dans cet adage lamarckien, la fonction crée l'organe, la fonction façonne. La fonction au sens de Lamarck, et on pourrait dire avec Thom la fonction algébrique. Thom montre par exemple, en parlant des chemins de fer, comment le symbole de la flèche n'est pas du tout arbitraire, qu'il résulte des nécessités de la voie. Et là c'est très beau, il cite les taoïstes qui avaient eux aussi compris que la voie, le Tao, est définie par le vide et entourée de deux bords. Ainsi du cours d'eau, avec ses deux rives, ou du chemin de fer avec ses deux rails. Tout cela résulte des méthodes conformées aux lois du ciel. Le vide entouré de deux bords fait évidemment penser au Tao entouré de yin-yang. D'ailleurs, le premier sens de l'idéogramme Tao était celui d'un cours d'eau et d'un chemin. Thom a réalisé une série de graphies qui, partant des rails de train, sont rendues abstraites à partir de l'algèbre. Abstraction qu'il voulait comme un appui spatial pour le langage.
ce qui donnera ailleurs ce genre de figure archétype de verbe d'action. On voit par exemple les verbes unir, séparer, capter, émettre, agiter, couper ou encore suicide. Sorte d'idéogramme servant à donner rigueur et à diminuer l'arbitraire des concepts. Thom dira très fréquemment « La géométrisation apporte une vue globale que la fragmentation inhérente à la conceptualisation verbale permet souvent mal d'appréhender. » Thom va plus loin dans son analyse des chemins de fer. Il observe l'aiguillage qui permet au train de changer de direction. Soit les rails se réunissent, soit ils bifurquent. Il voit dans la réunion des rails le symbole de la flèche, qu'il reconnaît comme plus nécessaire et plus antérieure à sa graphie inverse, la séparation, la bifurcation des rails. Et il ajoute « La technologie de l'aiguillage me donne pleinement raison. Il est toujours dangereux de faire prendre à un convoi à grande vitesse une aiguille par la pointe, alors que son franchissement par le talon ne soulève aucun problème. » René Thom, enfant, passait une grande partie de son temps à contempler les trains. Il était si assidu dans cette tâche que le mécanicien l'a même fait monter à bord afin qu'il observe mieux les fonctionnements. L'intéressaient toutes les manœuvres, changements de direction et arrêt du train. Il se livrait déjà à des analogies entre le fonctionnement du train et le métabolisme humain. Le combustible était l'aliment et la vapeur jouaient le rôle du sang. Cela allait pour lui si loin qu'il imaginait toute sa ville natale comme un grand réseau de trains, espace auquel il attribuait des qualités horaires et des noms de gares, ou encore il traçait des voies sur une boiserie avec des wagons en carton et exécutait toutes les manœuvres. Bref, de ces rêveries se dégageait déjà toute une série de structures qui annonçaient un langage. Cet enfant, donc, lorsqu'il regardait les rails des trains, il les pressentait, il les voyait comme un langage. Il dira « Cette fascination n'est sans doute pas éteinte. A posteriori, j'y vois l'origine de l'intérêt que j'ai porté toute ma vie aux structures réelles. » Thom poursuit en disant que l'univers ferroviaire est fondamentalement lamarckien en ce sens que la fonction y crée l'organe. Il dit que la correspondance entre une fonction et un organe est loin d'être univoque et que ce qu'il cherche n'a d'autre but que d'exposer les multiples variations par lesquelles une même fonction, c'est-à-dire une même transformation géométrique d'un convoi, peut se trouver effectuée par divers schémas d'aiguilles et de voies. Enfin, une remarque à propos de cette fonction qui crée l'organe. En médecine chinoise, ce qu'on appelle par exemple le cœur, c'est la fonction empereur. Donc cela englobe bien davantage que la simple pompe physique. Mais tout ce qui relève de sa fonction est nommé cœur avec, notamment tout son réseau de méridiens qui parcourt l'intégralité du corps, mais encore l'émotion qui s'y rattache, la saveur qui l'affecte, etc. C'est donc une approche par la fonction, par le sens, là où la médecine occidentale est dans une approche plus physique, disons que sémiophysique. En un autre endroit, Thom montre encore comment le symbole du point d'exclamation marque l'approche d'une singularité. Un trait descend vers un point. Dans sa fonction routière, par exemple, faire attention à une catastrophe. En ce sens, il est amusant de constater qu'il a la figure inverse du Big Bang ou du tétragramme, un trait qui sort d'un point. Donnons un premier exemple très simple de la théorie des catastrophes. Thom dit « L'analogie, la métaphore, contrairement à la vision commune qu'on en fait quelque chose d'approximatif, de flou, apparaît comme une relation stricte et que l'on peut, dans bien des cas, exprimer mathématiquement. Je vous ai déjà parlé de cette analogie formulée par Aristote sur le soir et la vieillesse, par rapport au jour et à la vie. La vieillesse est le soir de la vie, le soir est la vieillesse du jour. Il est intéressant de comprendre que cette analogie est, en un certain sens, parfaitement correcte. La structure formelle de cette analogie, c'est simplement la notion de bord. Vous avez là un intervalle temporel, cet intervalle a une fin. On appelle soir ou vieillesse le voisinage tubulaire, si j'ose dire, du mot fin. Et la catastrophe correspondance est pour moi le pli. Il y a un régime stable et un autre instable qui se rencontrent. Or, ce qu'il y a de curieux, c'est que lorsque l'on regarde géographiquement comment se présente la distinction entre le jour et la nuit, c'est un grand cercle sur la Terre. Vous avez là le Soleil, et ses rayons forment un cylindre circonscrit à la Terre. Le méridien de contact existe à chaque instant. La Terre tourne, et ce méridien se déplace sur la Terre. Mais, vu dans l'optique du rayon solaire, ce méridien de contact est justement un pli, au sens de la théorie des catastrophes. De ce point de vue, donc, la distinction jour et nuit est réellement la manifestation d'un pli. C'est un peu moins évident pour la vie et la mort. Et il ajoute, pour qu'elle fonctionne de manière circulaire, il faudrait qu'une fois mort, on puisse réapparaître.
ce qui nous entraînerait dans la pensée courante en Chine de la réincarnation. On a donc, à partir de cet exemple, la Terre vue comme un pli. On pourra prendre l'exemple d'une goutte d'eau qui glisse sur notre pli, et au point où elle chute se forme la nuit, ce qui donnera les associations sémantiques de bord, de bout, qui signifieront commencer et finir, et une section remarquable de la fonction. Donnons maintenant un exemple du fonctionnement d'un idéogramme avec son étymologie. Allons jusqu'au terme wei, l'acte utilisé par Lao Tzu. Pour cela, il faut partir de l'idéogramme de la main. On part de la forme réelle, une main. On a une première figuration originelle, puis l'idéogramme dans sa forme actuelle qui subit une plus intense abstraction. Cet idéogramme se combine avec d'autres pour en former de nouveaux. Par exemple, si on le combine avec l'idéogramme mouvement, qui vient du germe qui fait effort pour sortir, on obtient un premier sens de l'agir, dans le sens de tenir, saisir, en entourant alors la main du mouvement. On peut aussi, en mettant le mouvement sous la main, exprimer le fait de laisser passer un flux, laisser échapper. Enfin, le wei de Lao Tzu naît de la composition du mot main et du mot éléphant. On a une forme étymologique qui est un dessin d'éléphant, puis son abstraction où l'on reconnaît encore une trompe, une tête, 4 pattes et une queue. Par extension, éléphant signifie abstraction, image de l'esprit. Ce sens date de l'époque où il n'y avait plus d'éléphants vivants en Chine. En voyant la forme d'un squelette, on se représentait l'animal vivant. L'idéogramme, qui est une abstraction, est donc comme le squelette des êtres et des notions. Pour finir, la main qui agrippe l'éléphant, simplifiée par un point abstrait au-dessus de ses 4 pieds, donne le terme wei, qui signifie acte, diriger, pratiquer, gouverner. Hokusai, connu pour sa célèbre vague sur laquelle nous reviendrons, a créé une méthode pour apprendre à dessiner rapidement. Cette méthode suppose, comme on voit, de s'inspirer de l'écriture. Pourquoi ? Parce que l'écriture est déjà le signe, la synthèse de la forme. Alors lorsqu'il peint, c'est exactement comme s'il redonnait chair et relief à la lettre. Voyons maintenant une approche de la vague par la théorie des catastrophes de René Thom, qui traite les 2 états centraux de la vague, par des formes pures, propres à l'algèbre de la théorie des catastrophes élémentaires. On a donc une eau horizontale qui devient dôme, elle reçoit une impulsion qui représente l'apparition de la pointe à l'intérieur du dôme. Cette impulsion la perce et elle prend la forme du pic qui inévitablement chute et s'enroule. Cette approche met en évidence la forme d'abord arrondie de l'eau quand W est inférieur à 0, qui devient angulaire au point W égale 0, auquel suit l'angle qui s'effile en pic pour W supérieur à 0. Cette approche de la vague procède donc de l'ombilique hyperbolique généré par la formule suivante, à laquelle il donne un sens destructif de briser, un sens constructif de recouvrir. Si l'eau avait une interaction moléculaire plus forte et par suite d'un phénomène de tension superficielle de l'eau, cette ombilique hyperbolique se poursuivrait, comme c'est le cas pour le champignon dans l'ombilique parabolique qu'on voit ici. En effet, dans la reproduction des champignons, Thom nous dit qu'il y a un stade de plissement qu'on peut interpréter comme un début de déferlement hyperbolique, mais peu après la crête du pli se stabilise au lieu de déferler, comme dans le cas de la vague. Et la zone de déferlement se trouve refoulée sur les parois latérales de la lame. Réalisée dans une matière stable, le sens de la forme pic devient alors lancé, percé ou jeté. Toutefois, dans certains cas, la vague va se hérisser de piquants elliptiques et lancer des gouttes, comme le champignon ses gamètes, lancer du type couronne de splash. Dans cet archétype du lancer, on retrouve la forme de l'arc. On simplifiera, dans le cas du liquide, avec une goutte sphérique par la forme suivante, une sorte de I qui est justement la voyelle la plus aiguë, celle qui perce. On a donc ici une étude de la vague dans ses formes exemplaires. Nous allons maintenant voir son approche à l'aide de la théorie des fractales de Mandelbrot, dans des formes plus désordonnées. Dans la théorie des fractales, l'espace n'est plus de dimension 1, 2 et 3, la dimension varie et peut devenir avec des chiffres à virgule. Ainsi, une ligne qui subit un mouvement brownien se fractalise. De sa dimension 1, elle tend vers 2. La dimension obtenue fournit l'indice de sa rugosité, plus ou moins important. Dans un objet fractal, cette rugosité est une constante malgré la direction aléatoire de la ligne.
On a ainsi une première ligne de dimension 1,1, une deuxième de 1,43 et une troisième à 1,9. On applique cette loi à la vague. La dimension croît de l'intérieur de la ligne par une sorte de torsion des points qui la constituent. En effet, plus on approche de la zone d'écume du système, plus on aura de nouveaux points actifs, centres de tourbillons au diamètre s'amoindrissant, formant toute une hiérarchie éphémère, calquée sur le grand modèle, où tous convergent comme autant de ministres, de préfets et de maires, exerçant leurs petits pouvoirs, subordonnés et obéissant à l'empereur, écartelant sa transcendance jusqu'à sa dissolution. Aux endroits les plus énergiques, le fractal réduit sa taille jusqu'à sa propre viscosité. On appelle ça l'échelle de Kolmogorov. Là, il est si petit qu'il atteint sa limite, et au cœur de l'apogée du yang, dans une turbulence inouïe, s'engendre minuscule le mouvement ordonné de départ, le yin. Mandelbrot arrive ainsi à décrire et générer le relief terrestre de la côte. Voici donc des exemples fictifs. On voit l'eau à l'horizon, la marée baisser et découvrir des îlots rocheux. Il aurait pu pousser son imagination plus loin et deviner que l'état turbulent de l'eau, qui est justement la plus fractalisée, possède exactement la même géométrie que la roche, comme décrit par Hokusai dans plusieurs peintures. Ici, les alentours de la dimension 1 correspondent à l'état laminaire de l'eau, l'état ordonné, soit l'arrondi de Thom. La dimension croissante produit l'état turbulent. L'eau devient rugueuse. On retrouve le pic décrit par Thom. La fractalité de l'eau est donc fonction de sa turbulence. Il serait intéressant de penser sous cet horizon la pensée chinoise. Étant structurée en fractale, elle en partage nécessairement les propriétés. Par ses analogies, ce serait une pensée plus rapide qui, comme l'eau projetée dans la vague, compense sa très faible viscosité par sa connexion dynamique. La turbulence, aux contours moins délimités et définis, est aussi le lieu où se produit le plus grand nombre d'échanges. On imagine donc la pensée occidentale comme relevant d'un liquide plus visqueux qui tient mieux la forme, la définition du contour, mais qui par conséquent ne rentre pas dans l'état d'écume, qui reste toujours huileuse. Ce n'est là bien sûr qu'une tendance, la Divine Comédie étant une œuvre à haute fractalité par exemple. Enfin est représentée ici la limite où l'eau change d'état brusquement. Il s'agit précisément du passage à l'horizon du point central, autour duquel elle s'enroule. Ce lieu de passage concentre le maximum de turbulence et d'échange. En discutant avec un spécialiste de la turbulence, nous considérions qu'il serait dû à l'effet de la gravité sur l'eau qui passe au-dessus du vide. Nous supposions aussi que l'analogie entre l'eau et la montagne serait, selon toute vraisemblance, caractéristique d'une morphologie qui signifie l'élévation. La montagne, en effet, dit par sa forme la vitesse de son élévation. La forme de la pointe, en bout d'ombilic hyperbolique, signifierait donc aussi élévation, aspect de l'élévation, qui s'associe donc à l'aspect yang. Enfin, un poème de Wang Wei qui dit cette progression. Fête suprême, proche de la cité céleste, de mont en mont s'étend jusqu'à la mer. Couronné d'astres tourne le pic central, embrassant yin et yang, ondoie les vallées. Cette analogie entre montagne et eau turbulente nous a déjà été suggérée par Hokusai. Hokusai peint 3 vagues, dans 3 états successifs que nous avons dégagés dans cette étude. En bas, la forme arrondie de la vague. Au milieu, la vague prend l'aspect du mont Fuji, en neige, peint derrière pour en évoquer la correspondance. En haut, la 3e vague est à son état instable. Elle s'est brisée pour s'enrouler en un grand fractal d'écume prête à briser la barque. C'est comme si Hokusai avait peint un schéma, une étude intelligible de la vague. On attribue souvent la peinture du fractal à Hokusai parce que Mandelbrot lui-même en a parlé. Ce qu'on sait moins, c'est que cette manière de peindre la vague vient de Chine. On a donc ici un exemple bien plus ancien qui date de la fin du XIIIe siècle. Et ce qui est assez remarquable, c'est qu'il y a même le passage de l'état laminaire de l'eau à son état turbulent, pile au franchissement de l'horizon lorsqu'elle devient blanche. Dans la peinture chinoise, la vague est représentée de manière à satisfaire les exigences de l'intellect. Une sorte de schéma est implicite à la peinture. Si on la compare par exemple aux vagues de Courbet, Turner ou Renoir, on voit que ce sont des représentations qui ne visent pas l'intelligibilité. On a là 2 manières d'être fidèle au monde.
L'art occidental se fait d'une fidélité aux couleurs, aux ombres et aux lumières, au visible, et donne cette impression d'un visible indéchiffrable, indomptable. Le peintre ne se sent pas responsable des considérations de l'intellect qui sont relayées à d'autres disciplines. Le cas de Da Vinci mis à part, qui a lui aussi dessiné les premières études de tourbillon fractal dans ses carnets. À propos de fractal, nous allons maintenant voir de quelle manière la pensée chinoise s'articule suivant cette géométrie. La première notation du yin et du yang, la plus simple et la plus synthétique qui existe, que la Chine gardera toujours, est celle d'un trait plein continu pour le yang et d'un trait brisé en son centre, discontinu pour le yin. C'est ainsi que commença l'écriture. Il est dit, avant de tracer les traits, Fuxi regarda le ciel, puis baissa les yeux vers la terre, en observa les particularités, considéra les caractères du corps humain et de toute chose extérieure. C'est donc de l'observation du haut, du bas et de l'intérieur que Fuxi synthétisa le plus possible le monde avec ces deux notations. Comme le substrat du monde passe toujours de l'un à l'autre des opposés, il combinera les traits en les superposant pour mettre en mouvement yin et yang. Ainsi Fuxi créa le livre sacré de la Chine, le Yi King. Yi King signifie « livre des transformations ». C'est donc un objet tout à fait thomien. De l'observation des variations de l'ombre autour d'un piquet qu'on appelle le gnomon, a été créé le symbole du Taiji. Dans le Taiji, on voit la partie noire, yin, commencer à croître à midi, atteindre son maximum à minuit, où recommence de croître la partie blanche. Dans cette première division du yin et du yang, on reconnaît aussi bien sûr l'homme et la femme, le trait plein et le trait coupé d'une fente, dessiné aussi une abstraction de la morphologie du sexe masculin et féminin. Si la fonction crée l'organe, alors la forme dit la fonction. Un simple regard suffit à déduire que le yin est réceptif, accueillant, attirant, prégnant et passif. Le yang est intrusif, actif, saillant et attiré. Cette notation est une tendance générale qui s'imbriquera, comme toujours avec le yin et le yang, l'un à l'intérieur de l'autre. La morphologie elle-même ne manque pas de nous le signifier. En effet, le clitoris est un dôme à l'intérieur d'une fente, yang dans le yin, quant à l'urètre, une fente à l'intérieur d'un dôme, yin dans le yang. On obtient ainsi la logique des bigrammes. Nous pouvons commencer ici d'appliquer le sens tiré de l'étude de la vague à ce schéma. Le yin s'exprime morphologiquement par des formes plus arrondies, plus profondes, là où le yang s'exprime par des formes d'élévation, d'érection, où l'on reconnaît l'archétype du pic avec son éventuel jet de type couronne de splash propre à la suite de l'ombilique hyperbolique. René Thom disait « La théorie des catastrophes élémentaires est le premier essai cohérent, depuis la logique d'Aristote, d'une théorie de l'analogie. Le dessein véritable de la théorie des catastrophes est de classer tous les types possibles de situations analogues. Le principal procédé de Thom, c'est d'associer une morphologie à un contenu sémantique et une fonction algébrique, comme on le voit dans ce tableau où nous avons l'alphabet des catastrophes élémentaires. Il se trouve que la tradition chinoise a elle aussi, à sa manière, une méthode de classement des analogies. C'est un véritable système qui leur a révélé des principes métaphysiques qu'ils appliqueront à tous les domaines, médecine, agriculture, art martial, etc. J'ai donc essayé d'en synthétiser le fonctionnement pour vous en montrer l'intérêt, l'usage et la faire dialoguer avec la démarche de René Thom. Le procédé consiste à diviser le tout par 2, 3 ou 4 ou plus. Ces degrés de division génèrent les concepts fondamentaux qui constituent une table des analogies. Pour ce faire, la pensée repasse, réitère sans cesse l'engendrement du monde, si l'on peut dire. Partons de là. Il est le tout, encore indifférencié, sans nom, incolore, d'avant l'univers. On commence à le diviser par 2, le yin et le yang. Cette division prendra en œuvre toute opposition par 2, lumière-obscurité, masculin-féminin, superficie-profondeur, chaud-froid, etc., formant ainsi 2 natures primordiales. Le yin et le yang définissent donc un rapport, une corrélation, elle-même vide de tout contenu préalable. C'est le lieu de fusion où s'engendrent par avance tous les binômes de contraires. Le yin et le yang désignent 2 vastes ensembles de qualités et ils en désignent l'abstraction, ou pour le dire plus simplement, la qualité analogique est uniquement elle. Il ne viendra pas à l'idée d'un Chinois de se demander ce qu'est le yin, de le définir.
Le yin est toujours pensé en rapport au yang, il s'éclaire dans le rapport, dans l'usage. Et comme il s'agit d'un groupe d'attributs très vaste, ce n'est pas la totalité de ces éléments qui sont invoqués à chaque fois, dans l'usage du mot, la conscience éclaire ce qui convienne à la situation. C'est donc comme la qualité primordiale qui n'a pas encore de contenu, qui précède les contenus. Cette division par deux sera la plus importante et se retrouvera dans toutes les autres divisions. Ensuite, on divise le tout en trois. On obtient la notion de milieu. Cela parle au géomètre, le milieu est nécessairement formé par le 3. De là, on obtient les bords, yin, yang et un centre. L'homme entre le ciel et la terre, qui est engendré par leurs interactions. Le milieu s'assimile à l'équilibre. Ce milieu sera aussi le milieu où se propagent, luttent et se complètent le yin et le yang. Ensuite, on repart du tout circulaire et on le divise par 4. On obtient ainsi les 4 saisons et les 4 orients, soit le temps et l'espace comme indissociables, car participant d'un même niveau de division. Inséparabilité fondée sur la position du Soleil qui forme les saisons en rapport à sa position dans un espace de 4 directions, nord, sud, est et ouest. Ainsi, l'été est chaud, lumineux et relatif au sud. Le temps et l'espace sont obtenus par combinaison des traits yang et yin qui commencent à se nuancer. Pour le printemps, on trace un trait yang en dessus d'un trait yin. Le printemps est l'arrivée du yang dans le yin. Il est le soleil qui se lève à l'est. La Chine pense tellement par analogie qu'avec l'habitude, ce qu'on appelle la proportion eudoxienne de l'analogie devient fluide, et on passe sans s'en apercevoir de l'année au jour. On finit par percevoir d'abord le cycle divisé en 4 ou 6, et après son application dans une journée ou dans une année. Plutôt que de partir d'une chose et de faire une analogie avec une autre, la pensée chinoise part d'abord du lieu analogique, puis se répartit. Divisons maintenant le tout par 5. De nouveau, la division impair insère un milieu. Le milieu est formé par l'impair. On adjoindra à l'espace une 5e direction vers l'intérieur et au temps les intersaisons. On obtient alors ce qu'on appelle les 5 mouvements. Ces mouvements sont ceux des éléments comme le feu ascendant, le bois expansif, l'eau descendante et la terre au centre, qui opèrent un mouvement de concentration, de tassement et de transformation. On dispose ces 5 mouvements aussi de cette manière. La chose se présente ainsi. On a donc les 5 loges et leurs interactions. Chaque organe a une mère qui l'engendre et un père qui le contrôle. Cela trace 2 cycles. Celui du milieu en forme d'étoile représente le contrôle. Le classique de médecine dit « Quand le bois est au contact du métal, il est coupé. Quand le feu est au contact de l'eau, il est éteint. Quand la terre est au contact du bois, elle est pénétrée. Quand le métal est au contact du feu, il est fondu. Quand l'eau est au contact de la terre, elle disparaît. Toutes les créatures sont dans les mêmes relations, et ainsi aucune ne peut en dominer une autre jusqu'à épuisement. » Quand le conseiller de l'empereur dit ça, il ne décrit pas moins le monde que le corps humain. Il part d'un élément et referme le cercle où se tient l'équilibre des tensions. Ainsi, chaque élément est associé par analogie à un organe. On aura donc par exemple le foie qui contrôle la rate. Si le foie devient agressif, il agresse la rate. En d'autres termes, l'excès de bois dessèche la terre. Le corps est toujours pensé comme une image de la nature, reproduisant l'ensemble de ses cycles et de ses éléments. Les combinaisons qui s'y produisent est un émerveillement qui ne trouve pas de fin. Je comprends chaque jour plus profondément la phrase « L'homme est à l'image de Dieu ». Chaque loge comporte une liste d'analogies. Par exemple, on associera aux loges des couleurs et des saveurs qui vont déterminer le tropisme de l'aliment, c'est-à-dire quel organe il nourrit. Par exemple, le blé et la pomme de terre sont jaunes et doux, ils nourrissent donc la rate, la terre du corps. Enfin, on divisera la totalité par 6 et on obtiendra des qualités yin-yang suffisamment particulières. On entre ici dans la dissymétrie évoquée au début de l'exposé, dissymétrie propre à l'organisme et à l'organique, quand la qualité s'effeuille. En effet, ces 6 divisions sont justement liées aux organes, elles forment les 6 vaisseaux d'énergie appelés méridiens, qu'on viendra puiser avec l'aiguille d'acupuncture. Ces 6 se font en réalité 12, car ils se divisent à nouveau entre la moitié inférieure et supérieure du corps. Les 12 méridiens se répartissent du plus yin au plus yang des organes, les organes yin étant les organes plus profonds de stockage et de transformation, par exemple le foie et la rate, les organes yang, les organes de transfert plus superficiels,
par exemple l'estomac et l'intestin grêle. Tom enfant aurait pu rêver les réseaux ferroviaires comme un organisme de cette manière, le yin étant les gares où l'on descend, où l'on stocke les trains, les répare, avec toute une série de voies, avec ses véhicules et ses moteurs qui seraient yang. Notons pour finir la division par 8 qui formera les trigrammes qui sont la trame du Yiking, le livre sacré chinois. Les trigrammes se juxtaposent en hexagrammes pour obtenir une division du tout en 64. Vous saisissez maintenant toute la potentialité fractale en jeu, ce qui donnera ce genre de proposition 25 siècles avant notre ère, qui connaît les lois des mutations yin et yang, du sol et du ciel, ne peut oublier la notion des saisons. Celui qui connaît les 12 articulations est un sage, qui ne peut pas se tromper, car il détient la clé des mutations. Entre les 8 énergiseurs et les 5 dominantes toujours mouvantes, alors il peut distinguer le creux du plein, ce qui entre de ce qui sort, l'impondérable qui fait bâiller, ce qu'est le pouls d'automne léger comme un cheveu. On voit comme toutes ces divisions viennent se mêler de manière fluide à la logique. Une bonne illustration de la différence entre pensée occidentale et chinoise, c'est la manière de penser l'équilibre des forces, soit comme des vecteurs de force égales qui s'annulent dans une approche quantitative, soit par yin et yang comme des forces de qualité inégales. Donnons à présent un exemple de 2 types de fractales propres à cette pensée. Donc premier exemple, les parties yin forment la face. Mais à l'intérieur de cette partie yin, la peau, cette même peau, est yang parce qu'elle est défensive par rapport à l'intérieur du corps. Cette logique ne trouve de fin qu'en fonction de son utilité. Le fractal dans la pensée ne prend fin que là où l'on ne s'en sert pas davantage, de la même manière que dans la matière, il s'arrête quand il est devenu trop petit. Deuxième fractal se fait par correspondance dans des microsystèmes. On peut prendre par exemple le bras comme microsystème du corps, on reporte alors son action exactement comme s'il était un homéomorphe, une sous-partie du fractal. Ici, c'est le point 6 péricarde qui est une correspondance avec l'estomac. Dans une proportion analogique du corps et du bras, ils sont au même endroit. Il arrive que, suite à un démembrement, le mutilé ressente une crispation dans le bras absent. Comment traiter ce fantôme ? On le traite par correspondance sur le bras restant, et la crispation disparaît. Une médecine sans l'outil analogique soigne toujours l'endroit du mal, mais si cet endroit vient à manquer, elle ne sait plus comment l'atteindre. Si l'on trace la disposition du yin et du yang dans le corps, où le yin revêt les parties vitales et vulnérables, et le yang les parties défensives, on constate que la bipédie expose les parties vitales qui ne sont plus contre le sol. Parmi les animaux terrestres, l'homme est le seul à maintenir cette posture debout, alors que les autres animaux ont les parties faibles tournées vers la terre qui les protègent, le yin vers le yin, le do-yang tourné contre le soleil. Épiméthée a peut-être laissé les hommes sans défense, mais il les a en plus mis debout, les parties faibles en avant. C'est ainsi que l'homme a le rôle de médiateur entre le ciel et la terre. Sa tête a un pôle autour duquel ses cheveux tournent. Ce pôle s'incline à 23 degrés, comme l'axe de rotation de la Terre, au bout duquel se tient l'étoile polaire, le moyeu du ciel. On a là une étonnante homéomorphie entre le mouvement des cheveux et celui des étoiles. On voit dans les postures du boxeur les compensations pour protéger les parties yin. L'homme s'entoure de ses bras pour étendre son dos à l'avant, prend une position de 3/4 dans la lutte. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en mettant les bras ainsi, il place devant lui le méridien Taiyang, l'apogée du yang, le sommet de la défense. Ce méridien en charge la vessie et l'intestin grêle, comme si l'homme marquait son territoire, comme par une technique canine. Pour se protéger, l'homme a inventé lance et bouclier. En chinois, bouclier vient du signe œil, associé à l'idéogramme bambou, qui le couvre. C'est donc un œil de bambou. La lance s'écrivait initialement par le simple dessin d'une lance, devenue plus abstraite avec le temps. En Chine, le bouclier et la lance symbolisent la stratégie yin et la stratégie yang. Enfin, dans la sémantique chinoise, en assemblant ces 2 termes, on obtient le sens de contradiction, maodong, lance-bouclier, contradiction. Rien qu'au simple regard, la forme parfaite du cercle de la sphère est défensive, parce qu'elle a la propriété géométrique d'être la forme la plus optimale spatialement. Elle signifie la densité. C'est une forme sans direction et donc sans prise. Et par extension, on peut dire que le bouclier
est un œil grand ouvert, prêt à défendre de tous côtés. Enfin, sa courbure entraîne le glissement de la verticale en puissance qui viendrait la percuter. C'est donc une expression du yin, caractéristique d'une attitude en puissance, dans laquelle on sera tenté de reconnaître la forme bombée, arrondie, qui couvre les êtres jusqu'à leur naissance. Tandis que la forme yang, d'attaque, se rend pointue pour concentrer la force en un point, et ce faisant, elle s'effile, ce qui la rend tranchante et lui permet de briser les surfaces par la pointe et le fil. En revanche, cet effilement la rend directionnelle, et ce qui lui permet de cibler son attaque l'expose dangereusement, et remarquons-le, c'est ce qui caractérise l'acte, l'engagement actif. Rajoutons encore que son effilement a pour conséquence une perte d'épaisseur et donc de solidité. Ce qui concorde parfaitement à la sémantique donnée par René Thom pour expliquer les états de la vague. On passe en effet d'une forme de U à celle d'un V, en la rendant anguleuse comme une vague devenant turbulente. On a le sens destructif de briser, qui correspond à la lame. Si l'on fait le parcours inverse, du V au U, en l'arrondissant, on a le sens constructif de recouvrir, associé par Thom à cette forme et qui concorde avec la fonction du bouclier. On voit ici la déformation continue de la forme du soldat qui déferle, obtenue de l'algèbre, et comment cette forme détermine celle de l'adversaire. C'est l'ombilique hyperbolique qui se télescope en miroir pour former le chiasme de la contradiction lance-bouclier. Contradiction qui est l'archétype de la lutte en équilibre. Pour attaquer, le serpent se rétracte et s'arrondit comme s'il était en défense, puis il se jette en pointe effilée, dépliée. Ainsi, le serpent simule le yin juste avant le yang, conformément à la voie de la guerre, ce que Sun Tzu a appelé le mouvement de la retraite à couvert. Il dit « Tout l'art de la guerre a pour principe la duperie. C'est pourquoi, lorsque vous êtes capable, feignez l'incapacité, actif la passivité. » Stratégie qui est comprise à l'entrée 33 du Yi King. Nous sommes dans l'idéogramme fuite du porcelet, ce qui signifie fuir, mais avec une capacité d'engraissement. Il s'agit donc d'attendre de devenir plus fort, d'où retraite avec en vue une attaque à long terme. Le Yi King dit « Sous le ciel, il y a la montagne, faites retraite. » Donc céder. L'être accompli ainsi, en prenant ses distances avec sa petitesse, sans aversion, inspire crainte et respect, ténacité profitable. L'entrée 33 s'oppose géométriquement à l'entrée 34 du Yi King, nommée Grande Force, et qui met en figure la stratégie du bélier. Le Yi King conseille alors une canalisation de la force. Je cite, « Le jeune bélier donne de la tête contre la haie, il ne peut pas reculer. » Toute posture d'attaque implique une déformation qui expose les faiblesses yin au profit de l'usage de son yang. Ainsi, le sage favorisera souvent une position d'attente, de non-agir, poussant l'adversaire à l'attaque, c'est-à-dire à se fragiliser. C'est la limite avec laquelle Mike Rudson joue pour nager avec les requins blancs. Il se met en boule afin de les attirer, et au moment où le requin s'approche, il se déploie sur lui pour lui signifier sa puissance. À la vue de son comportement, le requin le considère avec un certain respect. Lorsque les requins sont en groupe, ils deviennent plus agressifs. Cette technique de déploiement ne suffit plus pour les contenir. Le nageur ne peut pas non plus remonter à la surface, ce qui serait pris comme une fuite et entraînerait une attaque. Lui reste une dernière technique. Il se jette sous les parties faibles des requins, ce qui consolide le respect. La séparation yin et yang se dessine nettement sur la peau du requin. Le yang est en gris, le yin est en blanc. Le requin doué de capteurs sensibles perçoit le rythme cardiaque du nageur, ainsi dépasser la peur de la mort est sa seule solution pour survivre. Le nageur est acculé à une attitude de sage. Ce qui importe seul, c'est que le requin ne prenne pas la décision d'attaquer. Si le nageur n'effectue pas les bonnes déformations, il est voué à la mort. Mike Rudson dit dialoguer avec les requins par ses postures. C'est donc une lutte mentale et sémiotique. À bien y réfléchir, on retrouve les formes yin arrondi et yang pointu de la transition décrite par l'ombilique hyperbolique. Première posture, le repli arrondi, signifiant au requin le yin, le requin s'approche. Seconde posture, le dépli sur le requin, de type yang, effilement de la silhouette avec étirement des bras vers la gueule du requin.
C'est à cet endroit qu'il faut avoir une grande confiance dans la forme de son langage. Troisième posture, suite de l'ombilic qui devient elliptique, le nageur se jette dans le yin du requin. On retrouve le jet après le pic, comme nous avons pu voir avec la couronne de splash. L'ombilic hyperbolique se forme en réalité en miroir. À la singularité 0, au milieu du parcours, l'arrondi devient pic et le pic s'arrondit. Ce qui décrit que lorsque le nageur passe sous le requin qui était aigu, qui hésitait à l'attaque, devient dodu et indifférent, quand c'est le nageur qui devient pointu. Voyons maintenant comment nager sous une cascade. L'histoire nous est contée par Chuang-Tzu. Confucius voit un nageur sous des chutes d'eau où ni crocodile ni tortue n'osent nager. Étonné, il lui demande sa méthode. L'homme lui répond qu'il se laisse happer dans les tourbillons, il suit les mouvements de l'eau, il dit atteindre la nécessité et ignorer comment il agit. La seule manière qu'a le nageur de ne pas se noyer est de n'opposer aucune résistance à l'objet. Au milieu dans lequel il évolue, il suit ses formes, il fait corps avec. Comme dans la sagesse d'Aristote, il y a un contact qui fusionne le sujet avec l'objet, la connaissance avec l'acte, à tel point qu'ils sont indistincts. L'action s'épure jusqu'à toucher l'acte. Il nage donc sans agir. Il se laisse happer jusqu'au centre, comme dans la nage avec le requin, il suit les vides, les yin qui y ramènent, en tant qu'intimité des choses. Sa stratégie est yin, car il s'aventure au sein secret de la plus grande turbulence yang. Dans le cas de la cascade et des requins, le nageur est en position d'infériorité. L'attitude sage est de suivre. En chinois, on appelle cela agir suivant l'activité du ciel. À présent, nous allons intégrer toutes les notions abordées dans la figure du poète et du sage qui nous serviront de synthèse. Selon Dante et Isaïe, la vie humaine dessine un arc dont le milieu constitue le point le plus haut et sera l'âge de 35 ans. En effet, au milieu du jour, le soleil surplombe. À ce point, le changement est continu, imperceptible mais radical. C'est la qualité qui tourne. Les versants de la colline basculent et s'inversent. Ce qui était éclairé devient sombre et ce qui était sombre éclairé. Mais de notre point de vue humain, la colline est d'ombre et bientôt cache le soleil. C'est en réalité le sens littéral des idéogrammes du yang et du yin. Yang s'écrit de cette manière. On lit « Le soleil, à l'horizon, rayonne sur la colline ». Le carré en haut à droite forme un soleil. Par-dessus une ligne d'horizon, il envoie ses rayons à travers. Et la sorte de baie sur la gauche représente une colline qui est éclairée par lui. Colline qu'on retrouvera dans l'idéogramme du yin. Littéralement, la lumière se couvre, nuage sur la colline, qui traduit le versant sombre de la montagne. La graphie yin et yang n'est rien d'autre que l'adret et l'ubac d'une montagne. Ainsi, au milieu de la vie, se produit un changement qualitatif sur la voie. Midi sonne, le yang cesse de croître, il ne cessera de décroître. L'automne de la vie, une première feuille tombe. Le corps change, se prépare à la nuit, moment où l'esprit se sépare de la matière du corps comme il le fait déjà lorsqu'il rêve. À cette bascule, deux poèmes majeurs. L'un de Dante, l'italien, l'autre de Wang Wei, le chinois. Au milieu du chemin, la voie. Elle a commencé à se courber avec le soleil qui vient de passer son midi. Je vais citer les 4 premiers vers de chacun des poèmes. Dante commence ainsi sa divine comédie. Au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais par une forêt obscure, car la voie droite était perdue. Ah, dire ce qu'elle était est chose dure. Wang Wei, quant à lui, au milieu de l'âge, épris de la voie, j'habite tard, au pied du mont du Sud. Le désir vient, seul je m'y rends, seul aussi à connaître d'ineffables vues. Ce mont du Sud n'est autre que le Zhongnan, qui donne son titre au poème et qui est aussi appelé par les Chinois le fait suprême, le Taiji. Il est donc une figure particulière de la voie spirituelle. Et habiter à son pied revient donc à être particulièrement dans l'ombre. Le poème de Dante, quant à lui, débute la divine comédie, qui à partir de ce point critique du milieu, entamera un voyage vertical parmi les ombres de l'enfer, qui se poursuivra aussi par l'ascension de la plus haute montagne du sud, à savoir le purgatoire, et se finira dans le ciel. Le poème de Dante continue comme ceci. « Mais quand je fus venu au pied d'une colline,
Je regardais en haut et je vis ses épaules, vêtues déjà par les rayons de la planète, qui mènent chacun droit par tout sentier. Cette planète qui rend la voie droite est bien sûr le Soleil. Or, en ce point, il se fait manquant. Il faut donc changer sa manière de vivre et s'éprendre de la voie. Ce sont deux poèmes qui débutent au sommet de la vie et qui finissent au sommet du ciel. Est-ce à dire qu'à 35 ans, la lumière de la vie prend fin, sa voie se courbe et qu'il est l'heure de dépasser le point de vue humain par l'ascension du fait céleste, endroit où la lumière vient toujours, où ce qui était éclairé devient sombre et ce qui était sombre éclairé, où tout est seulement permutation et non pas nuit totale. Ce passage au-delà de la vie se fait passage par la mort et la solitude, avec pour tremplin à cette voie le purgatoire et le Zhongnan, sommet terrestre avant celui du ciel. Ascension, dont Wang Wei nous transmet l'expérience en 2 vers que voici. Marcher, atteindre l'endroit où s'épuise l'eau, s'asseoir, regarder le moment où s'élèvent les nuages. Les mots des vers sont bâtis en face à face, comme des lances et des boucliers alignés de 2 armées qui s'avancent l'une sur l'autre. Il faut donc les lire à la fois verticalement et horizontalement. Remarquez que verticalement, les mots forment des couples d'opposés. Marcher, s'asseoir, mobile, immobile. Atteindre, regarder, action, contemplation. L'endroit, le moment, l'espace-temps. S'épuiser, s'élever, vieillesse, jeunesse. Au nuage, buée, pluie. La voie médiane se tient donc entre tous les couples d'opposés, car elle trouve son être au point du sommet, elle est verticale. On pourrait synthétiser les 2 poèmes dans cette formule. Fête de la montagne, endroit où la lumière vient tout le jour, où l'on voit tout en se retournant. Fête du ciel, endroit où la lumière est toujours, où l'on voit tout d'un seul regard. Quand la montagne est d'ombre, il faut la gravir pour retrouver la lumière. Et quand cette montagne est la vie, il faut s'engager sur le Tao. On retrouvera ce ton dans bien des poètes chinois engagés sur la voie. Comme par exemple chez Li Po qui écrit « Pourquoi vivre au cœur des montagnes ? Je souris sans répondre, l'esprit serein. L'autre monde est là, non celui des humains. » Ce que Chuang Tzu, le taoïste, décrira de cette façon. Dans le corps d'un homme, il n'est plus un homme. Infiniment petit, et ce par quoi il est encore un homme. Infiniment grand, et ce par quoi il est un avec le ciel. On comprend que le sage, dans les cimes qui médite, qui a rompu le lien aux hommes et à ses propres intentions, se réduit à un point qui n'a plus de l'humanité qu'une trace. Sa manière de vivre ne l'expose plus au choix, et ses actes semblent sortis de la source. Dans leur nécessité absolue, ils sont devenus purs. N'empruntant plus à la chaîne des puissances et des hésitations, ils s'extirpent, sans méditation millénaire du ciel. Ils observent le fonctionnement des choses, Tao, et s'en satisfont. En se tenant au milieu, ils ressoudent les divisions abruptes de la transcendance. C'est la seule manière de l'escalader. Lao Tse écrivit le Tao Te Ching pour un ami, puis disparut au Tibet, ne reprenant jamais la parole. On écrit encore dans l'ascension, on passe encore entre yin et yang, mais au sommet de la transcendance, dans le contact, les distinctions se perdent. Le Tao, qui dans l'ascension était loin, portait le nom de Taiji, la grande unité, le nom du mont Zhongnan. À présent, il n'a plus de nom, le sage finit par se taire. Chuang Tzu dit « Il est facile de connaître la voie, il est difficile de ne pas en parler. La connaître et ne pas en parler, c'est le moyen de rejoindre le ciel. La connaître et en parler, c'est le moyen de rejoindre les hommes. » Les anciens s'en tenaient au ciel. Les instants se réduisent enfin à leur essence de point. Ils sont plus longs que la vie. C'est pourquoi on dit que les taoïstes cherchent la longévité. C'est pourquoi la légende les fait vivre plusieurs siècles. C'est un problème de qualité du temps. Lao Tse dira « Celui qui meurt et ne périt pas jouit d'une éternelle longévité. » L'un des grands commentateurs chinois de Lao Tse écrit « Le sage regarde la vie et la mort comme le matin et le soir. Existe et ne tient pas à la vie. Il meurt et ne périt pas. C'est là ce qu'on appelle la longévité. » Avant la mort, René Thom, amputé sur son lit d'hôpital, voit un rocher noir, une montagne lui aussi. L'expérience est décrite dans le texte bouleversant de Bruno Pinchard. Thom parle du soleil qu'il voit, quand bien même le ciel est couvert de nuages, comme s'il était au sommet, en même temps que démembré dans son lit. En parlant d'ADN, il dit « C'est étrange, n'est-ce pas ?
cette possibilité d'être dans deux lieux à la fois. Nous autres mathématiciens, c'est ce que nous appelons un nœud. Enfin, il ne voit plus que par structure topologique. Il dit « Je m'occupe de configurations de grande surface, mal appréciées par le regard. Je m'intéresse aux lumières dans cette région. Le soleil, vois-tu, est une étoile. On le voit très bien ici dans le ciel. Puis il s'éteint pour laisser place aux étoiles. » Bruno lui demande s'il se souvient de leurs travaux communs et de son expression, la transcendance démembrée. Tom lui répond « La transcendance démembrée, bien sûr, je m'en souviens. C'était peut-être une expression, comment dire, un peu excessive. Mais il est normal d'être un peu excessif quand on a atteint la racine de l'acte dont dépendent tous les faits. Et tu vois, si l'on parvient à la racine, alors il faut supposer des conditions locales extrêmement contraignantes. Chercher des contraintes beaucoup plus fondamentales, la géométrie le peut, mais la poésie aussi. Il doit y avoir des lois plus profondes que celles que nous connaissons et qui gouvernent les modèles dont nous disposons. La science est très en retard, elle manque d'un point de vue plus qualitatif. Sa doctrine est encore là, sous son esprit qui divague en proie aux visions de la morphine. Ses contraintes sont dessinées sur sa jambe, la géométrie est en acte, non pas en idée virtuelle. Comment ne pas penser que cette jambe était l'espace de contrôle engendré par le déploiement d'une singularité, d'un pli sur une surface invisible, comme pour l'ombre d'un verre d'eau où la lumière se casse et se contraint, décrivant ainsi sa dynamique interne. Il finit par dire « Le conseil que je te donnerai, c'est toujours le même, de comprendre ce qu'on voit. Je n'ai jamais fait autre chose. » À mon humble niveau, je dois dire qu'à travailler de cette manière, ma vue est transformée. En venant à Paris, je regardais les massifs et je les voyais vraiment comme des énormes vagues très lentes. J'observais dans ces cristallisations du mouvement les différents états de turbulence de la vague. À certains moments, je voyais d'abord la forme et la texture, et ensuite j'en déduisais que c'était une montagne et une vague à son deuxième état. La couleur entièrement bleue et le blanc de la crête finissaient de me confondre. Et cette confusion était en fait une remontée à un point de fusion situé plus loin dans la transcendance. Chaque matin, quand le soleil est tangent au défilé de la montagne de Baildon, je pense aux plis de Tom et à ses analogies sur l'enfance du jour et aux nouveaux dégradés de turbulence de ce jour qui vient. La chartreuse reçoit la lumière et dresse l'idéogramme Yang comme un symbole dans la fenêtre opposée. Lorsqu'on perçoit en premier la qualité abstraite Yang et Yin avant la situation où elle s'applique, nos yeux sont comme retournés vers un haut nœud primordial. On perçoit à la proximité de la cause, dans une globalité comme vue d'en haut, et presque en même temps, on la démembre pour voir la configuration de ses effets. On sort de la caverne, mais cette caverne est retournée comme un gant, et sa sortie se fait vers le dedans. La hauteur de la cause sourd de l'intérieur de la matière. Ce retournement définit le saut qualitatif de l'initiation. On dit que la sagesse consiste à percevoir toujours l'unité. Or, plus on s'habitue à percevoir abstraitement, plus on remonte vers l'unité. L'œil du sage taoïste, je suppose qu'il réussit de voir à la fois global et local. Son regard est vraiment en perspective puisqu'il naît de la conjonction d'une image vue du ciel et vue de la terre. Ça suppose un visage au strabisme absolu digne d'un Picasso. Puisque l'œil yang perçoit l'œil yin, mais l'œil yin ne le perçoit pas. La théorie des catastrophes est aussi un outil pour percevoir dans plus de 3 dimensions, et René Thom possédait vraiment cette capacité de perception. Le symbole du 3e œil est justement cet œil retourné qui regarde vers l'intérieur, non pas seulement du sujet, mais vers l'intérieur de l'espace, dans des dimensions plus hautes. Refaisons défiler toutes nos associations de l'ombilic hyperbolique, et essayons de considérer maintenant que tous ces exemples sont d'abord une même chose avant de prendre forme dans des situations. On sent à présent peut-être mieux les bras de l'analogie dans la vision du sage. Son chemin que j'esquisse est une suite de catastrophes qui modifient son être. Dante ne va pas réellement sous terre, il se déplace sur un espace qualitatif d'analogie. L'enfer est yin puisqu'une excavation dans les profondeurs, elle correspond à la position horizontale du cadavre, celle du sommeil où les morts nous parlent. Je ne sais pas bien redire comment j'y entrais tant j'étais plein de sommeil en ce point. Le purgatoire est yang, puisque c'est une érection verticale, formée de la même terre,
qu'est le trou de l'enfer, comme arraché d'un même substrat pour former deux sexes d'argile rouge. Le paradis céleste, quant à lui, dit Béatrice à Dante, est un point, hors de l'espace et du temps. René Thom a proposé un graphique sous forme d'arbre inversé qui modélise par une suite de bifurcations le démembrement de la transcendance à travers les sociétés humaines de sujet en sujet sous la forme de l'épidémie. Il plaçait en haut le fiat lux biblique en le faisant se propager dans les branches. Je voudrais me servir du même modèle, mais comme une propagation du point dans les qualités. D'abord, nous verrons l'arbre de Porphyre qui sert à visualiser les genres chez Aristote. Ensuite, nous verrons comment la transcendance bifurque en métaphysique chinoise. L'arbre de Porphyre se présente ainsi. Il part de l'être en soi et divise la substance en corporelle, incorporelle, animée, inanimée, sensorielle, rationnelle et arrive à l'individu, écartant ainsi par contraire. Aristote dit « Il y a une substance qui est éternelle, immobile et séparée des êtres sensibles. Cette substance ne peut avoir aucune étendue. Elle est sans partie et indivisible, elle meut durant un temps infini. Cette substance est impassible et inaltérable. Tous les êtres mouvements lui sont postérieurs selon le lieu. Le point, qui n'a aucun lieu, est donc antérieur suivant sa nature et non pas suivant le temps. C'est ainsi qu'il existe toujours en acte. Il s'agit d'une antériorité ontologique. Il y a quelque chose de permanent, dit Aristote, et le contraire n'est pas permanent. Les changements se feront entre des contraires. Thom rajoute « Plus haut, on aboutit au voisinage du sommet à l'être en soi. Le métaphysicien est précisément l'esprit capable de remonter cet arbre de Porphyre jusqu'au contact avec l'être. De même que les cellules sexuées de nos gonades peuvent reconstituer le centre organisateur de l'espèce, le point germinal alpha, pour en redescendre ensuite les bifurcations somatiques au cours de l'ontogénèse, de même, le métaphysicien doit en principe parvenir à ce point originel de l'ontologie, d'où il pourra redescendre par paliers jusqu'à nous, individus d'en bas. Son programme, fort immodeste, est de réitérer le geste du Créateur. Chez les Chinois, il y a aussi toute une réfraction de la lumière créatrice. Le 1, c'est l'indifférencié, sans nom, sans dimension. Lorsque ses propriétés sortent de lui, naît la première distance. On peut alors la nommer Tao, grâce à cette distance en se retournant sur elle. Il y a une première division par deux, une première fêlure. C'est lui, le Tao, qui toujours, via la dissymétrie de cette fêlure, remettra en contact le 2, le magnétisera par les formes pleines et creuses de la fissure qui s'appelleront et s'emboîteront par accolement des failles. Cette division par deux de la transcendance affectera toutes les autres divisions qui suivront en cascade, se concaténant, se brisant sur les roches de la falaise, mais toujours séparées en deux voies par un choc premier. La mise en contact du 2, c'est-à-dire du ciel et de la terre, la pénétration du yang dans le yin, du principe masculin dans celui féminin, engendre aussitôt le 3, le principe enfant, en bout de vague, à la couture d'écume du yin et du yang d'où sortent les 10 000 êtres de fractal. Ce que les Chinois nomment les 10 000 êtres, c'est ce que l'on nomme la manifestation, la multitude des choses, l'existence. Lao Tse dit « Le Tao est éternel et sans nom. Lorsqu'il a commencé à se répandre, à se diviser, il a eu un nom. » Les concaténations se poursuivent avec les bigrammes, on obtient la création de l'espace et du temps, 4 orients, 4 saisons. Avec les 8 trigrammes, on obtient la création des formes naturelles, le ciel, la terre, le feu, l'eau, la montagne, la mer et les lacs. Le tout, dans un jeu d'opposition symétrique, se combinera pour former le Yi-King. Un des plus importants commentateurs chinois de Lao Tse dit « Le Tao peut être considéré comme un arbre dont sa lumière est la racine, et l'émanation de sa lumière les branches. Ces branches se divisent et produisent dans l'homme les facultés de voir, d'entendre, de sentir, de percevoir. Le Tao coule de la racine aux branches, l'étude part des branches pour chercher la racine. C'est pourquoi Lao Tse dit « Si l'homme fait usage de l'éclat du Tao pour revenir à sa lumière, c'est ce qu'on appelle être doublement éclairé. » On voit donc cet arbre à la tête en bas converser avec nous. Poursuivons avec René Thom. Il écrit dans un autre livre « Du continu à l'état pur, on ne peut rien dire.
C'est un objet aussi indicible que peut l'être la divinité pour un mystique. Pour faire du continu un objet de représentation, pour pouvoir en dire quelque chose, il faut nécessairement y faire des marques, y tracer des figures qui vont s'opposer à un fond indifférencié. Le calligraphe, comme le peintre ou le géomètre, tente par sa création de recréer le fonctionnement des choses. Le Tao est irreprésentable, mais on peut peut-être en refaire l'acte. C'est de cette manière que calligraphie, peinture et poésie sont des voies. Le calligraphe chinois dira « l'encre noire s'oppose au blanc indifférencié du papier ». Ainsi, en inscrivant le premier trait du poème sur la feuille, il démembre le Tao. Le style cursif de la calligraphie chinoise, qui consiste à ne pas lever le pinceau, est né de la rencontre du taoïsme et de la méditation bouddhique, mais plus concrètement de l'observation des formes, l'herbe sèche aux lignes tendues, l'eau brisée d'une cascade, un combat de serpents ou d'hommes, le coup des oies ou la métamorphose des nuages. Bref, vous reconnaîtrez les objets d'étude du géomètre, de la topologie au fractal. Si les méthodes diffèrent, l'intention est la même, donner un sens à la forme, autrement dit la comprendre. En chinois, le terme utilisé est wu, et cette compréhension s'assimile pour les Chinois à l'éveil bouddhique. On voit ici un exemple d'idéogramme cursif tracé par Zhang-Zhu, l'inventeur de ce style. Je l'ai reproduit ici pour en dégager les implicites. Voyez comme on sent en haut un processus bloqué qui se libère, gonfle, d'où sort un ruisseau, qui sinue et tombe en cascade. Il faut voir dans cette partie centrale comme il y a une compréhension interne du basculement de l'eau, de cette épaisseur qui s'accumule comme en un bec verseur et diminue, tombe avec le flux tout entier et enfin tourbillonne en partie basse. Voici des propos de calligraphe. Lei Jiangfu, alors que je me reposais étendu, j'entendis un jour le grondement d'une chute d'eau qui allait grandissant, et j'imaginais les flots qui tourbillonnaient, se brisaient et se précipitaient dans l'abîme. Je me levai pour écrire, et tout ce que j'avais imaginé apparut sous mon pinceau. Ou ceci rapporté par Husai. Il disait qu'il avait dans l'exercice de la cursive la concentration parfaite. Contemplant un jour des nuages d'été qui se métamorphosaient au gré des vents, il eut subitement le sentiment de comprendre quelque chose d'essentiel et dès lors atteignit dans son écriture les effets les plus merveilleux. Ou ceci rapportait sur Wen Tong. Il assista une fois à un combat de serpents et progressa dans l'art de la coursive, tandis que Wang Zi aimait à regarder le coup des oies. Je reprends cette chute d'eau ici avec la fronce de René Thom, qui du 2 potentiel haut et attracteur bas passe au 1, par rupture du bord, vient unir et créer la voie. C'est au moins étonnant que l'idéogramme Tao dessine cette voie unie d'une fonction sans potentiel, après la mise en contact du haut et du bas. Mais avant sa signification spirituelle, le mot a justement commencé par signifier chemin et cours d'eau. Wen Tong observe le combat des serpents. On imagine aisément le calligraphe distinguer les différents états du serpent, arrondi ou piquant, ainsi que ses feintes, car le serpent a un passage extrêmement rapide de l'un à l'autre état, qui apprennent au calligraphe attentif la variation brusque d'épaisseur du trait d'encre. Le trait ne cesse de se métamorphoser entre des intentions piques et arrondies, comme si le calligraphe devait maîtriser un déplacement limpide et foudroyant sur l'ombilique hyperbolique dans un va-et-vient expéditif. L'attaque de son trait, dit en lame sortante, représentée ici, était comparée dans les textes anciens à l'attaque du faucon sur sa proie. L'attaque doit être rapide et prend la forme d'une pointe. La pointe est valorisée en écriture cursive, en revanche l'arrondi est favorisé en régulière. La rondeur demande donc de lever le pinceau et de cacher la lame à l'intérieur, c'est-à-dire de cacher l'attaque en la recouvrant d'un arrondi. Ce qu'on appelle une attaque en lame cachée, qui correspond exactement à l'ombilique hyperbolique quand elle a une impulsion aiguë à l'intérieur de son dôme. Le calligraphe a donc pour but de travailler sur l'être du calligraphe. Sa brusque compréhension des phénomènes, Wu, a pour but l'éveil, soit le satori du Chan. On pourra dire que René Thom a sa manière à travailler dans ce sens. L'explication du monde qu'il visait par sa théorie était une action dirigée vers le dedans,
Cette connaissance n'était pas utile pour agir directement sur le réel, en revanche, elle agit sur l'être du scientifique. René Thom était décrit par ses disciples comme un être singulier, archaïque, innocent et curieux. Cet engagement radical se fait sentir dans toute son œuvre. Un maître russe du XXe siècle, du nom de Gurdjieff, dit ceci. Le développement de l'homme s'opère selon deux lignes, savoir et être. Pour que l'évolution se fasse correctement, les deux lignes doivent avancer ensemble. Dans la civilisation occidentale, tout particulièrement, il est admis qu'un homme peut posséder un vaste savoir, qu'il peut être par exemple un savant éminent, l'auteur de grandes découvertes, un homme qui fait progresser la science et en même temps, il peut être et a le droit d'être un pauvre petit homme égoïste, ergoteur, mesquin, envieux, vaniteux, naïf et distrait. On estime en Occident que le savoir d'un homme ne dépend pas de son être. On trouvera un même ton chez Maître Eckhart qui dira « Les gens ne devraient pas toujours tant réfléchir à ce qu'ils doivent faire, ils devraient plutôt penser à ce qu'ils doivent être. Si tu es juste, tes œuvres le sont aussi. Ne pense pas à mettre ton salut sur un agir, c'est sur un être qu'il faut le placer. » Maître Eckhart va nous servir pour mettre au clair les qualités ultimes du point. Pour cela, nous utiliserons un poème intitulé « Le grain de sénévé », reprenant la métaphore biblique. Je cite « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre. » Eckhart va radicaliser l'image, et ici, on aura comme la description d'une singularité de type trou noir ou Big Bang inversé. Il dit donc « Ce point est la montagne à gravir sans agir. Le chemin t'emmène au merveilleux désert, au large, au loin, sans limite, il s'étend. Laisse le lieu, laisse le temps, et les images également. Si tu vas par aucune voie sur le sentier étroit, tu parviendras jusqu'à l'empreinte du désert. Le désert n'a ni lieu ni temps, il a sa propre guise. » Tout cela peut correspondre à l'approche d'une courbure sans limite, déserte d'espace et de temps, déserte de figures et d'images, par absorption et compression dans un point, qui mène sans besoin d'agir par courbure vers l'intérieur de l'espace, plus vite que la lumière, dans l'éternité. Un commentateur de Lao Tse dit à propos du vide inépuisable du Tao, « C'est un abîme sans fond. Tous les fleuves de la terre pourraient se réunir dans son sein sans le remplir jamais. » En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, le temps doit devenir espace et l'espace se contracter, jusqu'à ce que tous les temps successifs soient simultanés et que la notion même de fin perde son sens. On arrive à cette certitude si on réfléchit ou bien au trou noir et à leur géométrie, ou bien dans les déductions logiques de la métaphysique et de la théologie. La similarité de dialectique de la science depuis Einstein avec la métaphysique traditionnelle est si évidente qu'il semble curieux qu'à l'unanimité des deux côtés, on s'évertue à rabâcher leur incompatibilité radicale. Entrons dans une dernière modélisation dont je dois l'inspiration à Matt Gioy, un éminent spécialiste de la Chine initié par les taoïstes. Si de manière locale, de manière disons euclidienne, tout cycle est bien un cercle et referme les lois du Taiji, du point de vue de l'absolu, il s'agit en fait d'une spire de pas infinitésimale, continue, qui subit l'attraction du ciel. En noir s'imprime l'épaisseur du passé, en blanc l'attraction du futur, sur un présent qui s'actualise attiré par l'acte du ciel. Les cycles mis bout à bout tracent le tournoiement d'une hélice qui forme un cylindre. En l'infini, les parallèles se rejoignent dans un point où tout sera contenu. Je citerai Matt Gioy pour finir avant de conclure. Pour ce centre qui est un et tout, il n'y a pas d'erreur. Les concepts naturellement faux que nous émettons aujourd'hui vibrent dans notre personnalité tout entière et au-delà des bornes que nos sens imposent au monde actuel. En montant de spire en spire, à travers les modifications qui nous attendent, ils se dévêtent de l'erreur, en même temps qu'ils rejettent les termes ridicules dont nous les avions nécessairement habillés. Puisque le but de l'évolution est l'unité, tous les sentiments suscités par les beautés physiques, toutes les idées suscitées par les beautés sentimentales, inscrites dans la suite des modifications, tendent au lieu métaphysique où toutes les beautés devenues la splendeur et toutes les idées devenues la vérité
s'évanouissent conscientes dans la perfection. Donc par cette conférence, je voulais faire sentir combien pour la sagesse il n'y a pas de discipline séparée, combien la science du sage qui est aussi bien géomètre, mathématicien que poésie et peinture n'a d'autre but que sa sagesse, c'est-à-dire un travail sur son être, d'où toutes les vertus dont il n'a pas à se soucier pour le moment découleront de lui. Si pour lui le monde est profond et saturé de sens, c'est qu'il sait le rendre intelligible. Les distinctions entre les sciences, la poésie, la stratégie, la médecine ou la peinture suivent simplement les démembrements de l'être qu'il n'a de cesse de parcourir pour les refondre en lui. Tao est le nom du fonctionnement des choses, le principe, il est aussi la voie. Que René Thom ait été singulièrement proche de tout cela et un homme admirable dont les écrits sont bouleversants, la curiosité vivifiante ne fait aucun doute. J'espère que la double technicité de ce dialogue mathématique et sinologique ne vous aura pas tordu la voie que j'essayais de rendre droite. Merci pour ce moment extraordinairement poétique. On ressent vraiment dans la théorie de Thom cette puissance de l'imagination, en fait. Voilà, je laisse des questions. Non, je ne pas. Je viens. Des réflexions. Oui, Alors, bravo Thibaut. Ma question n'est pas proprement parler sur vos deux interventions respectives, mais pour comprendre un lien affectif ou métaphysique entre les deux approches, celle de Bruno et toi. Bruno, dans la philosophie d'initiation, un des derniers ouvrages que je n'ai pas lu encore, évoques-tu la Chine, le Tao ou pas? Et y a-t-il un lien affectif entre vous deux? C'est peu dire que je l'évoque. Il faut comprendre que d'abord, il n'y a eu aucune complicité entre nos deux cheminements ces dernières semaines. Et je suis absolument bouleversé par la perfection et le mûrissement de ce que nous venons d'observer. C'est donc la troisième élaboration de Thibaut à partir de René. Il y a eu donc l'exposition La Villa Finali. Il y a eu le considérable travail à la suite de Florensky, et c'est aujourd'hui donc la troisième phase d'une œuvre qui multiplie des approches de plus en plus puissantes et de plus en plus universelles. La deuxième chose, c'est que, ça c'est un point de complicité que nous avons avec Thibaut, effectivement, dans la suite de Leibniz, j'ai tenté à la fois, comment dirais-je, spéculativement et politiquement ou institutionnellement, de créer un séminaire double entre Pékin et Paris. Et alors même que nous avions, ce qui n'arrive jamais dans la vie, à la fois les lieux, l'argent et les hommes, il est arrivé une épidémie qui rend absolument impossible ce projet. Ce qui s'élève à une telle beauté que ça correspond évidemment à l'ombre noire du tourbillon que tu dessinais à l'instant. Donc je pense que nous avons trouvé la vérité, puisqu'elle est impossible, et que peut-être qu'il n'est pas donné à notre temps d'arriver à cette complétion. Et enfin, il y a une très grande différence entre Thibaut et moi-même. J'ai réussi à entrer en Chine assez profondément grâce à mes enseignements sur Marx, qui m'a permis d'enseigner à travers Marx Leibniz, ce qui, pour ceux qui connaissent la Chine, comprennent qu'il y a là un abord politique et que c'est une conception, c'est une sorte de guerre, comme tu l'exposais parfaitement, avec des prises et des duperies, mais des duperies avec un fort sens. Et je n'ai donc pas eu la capacité de le faire avec les signes chinois. Même si, comme Thibaut le sait, parce que ça je lui ai dit, les projets de traduire
Guénon en chinois ont déjà été engagés fortement et que nous avons travaillé sur le dictionnaire de Vivenza à Tsinan pour parvenir à trouver des signes les plus adéquats possibles aux concepts fondamentaux de la science sacrée. Et enfin, je voudrais ajouter un élément que peut-être je ne me suis pas confié à Thibaut sur ce point, mais qui joue à mon sens aussi un rôle. Lors de mon dernier voyage, peut-être le dernier à jamais, les Chinois m'ont fait une proposition extraordinaire, m'ont demandé ce qui me ferait plaisir. Et j'avais un but en réalité, et qui reprend ce qu'on est en train de dire. Je leur ai demandé de me conduire dans la maison où Saint John Perse a écrit Anabase. Et à la suite d'un défilé dans les montagnes au-dessus de Pékin, les montagnes de l'Ouest, et après les aventures qu'il faudra que j'écrive un jour, on a fini par retrouver la maison de Saint John Perse. Voilà. Et donc, Saint John Perse, c'est évidemment c'est Galen, c'est Claudel aussi. Je crois que avant ce que nous sommes en train d'essayer de faire autour donc de René et de Guénon, il est de Malioï, comme tu l'as parfaitement rappelé, il est évident que j'essaye aussi de rassembler les très grands poètes français, à quoi d'ailleurs Malraux doit participer sous un mode ou sur un autre, les trois grands poètes français qui ont avancé dans la ligne que nous entreprenons là. Et le fait que j'ai eu ce privilège insigne de trouver la pointe de, non pas de toute quête bien sûr, mais de ma quête, c'est-à-dire retrouver la maison d'Anabase, le fait que ça m'a été donné, et le fait que ça devient aujourd'hui totalement inaccessible, c'est quelque chose qui est digne des méditations ce soir. Donc je vous confie cette histoire qui a quelque chose à voir avec la jambe coupée de René, parce que ce que tu as dit, tu aurais sans doute pu aussi bien sûr le relier au même destin de Rimbaud, et le fait que tu as eu l'audace d'une délicatesse bien digne de toi d'en donner le formalisme, c'est une chose que je trouve absolument rigoureuse et hautement valorisable. Donc voilà où nous en sommes, donc pour la caractérologie donc chinoise, pour l'instant on a une équipe qui est prête à mobiliser, donc des équipes de Chinois prêtes à mobiliser leur savoir, un savoir tellement immense que nous on ne peut absolument rien faire. En tout cas moi je ne pouvais absolument rien faire. Ce que je peux juste apporter comme un témoignage, il existe là-bas des jeunes gens qui ont disons entre 15 et 25 ans, d'une intelligence prodigieuse, parfaitement libre de tout préjugé, capable des plus grands efforts de l'intelligence, et qui sont prêts à travailler à ce programme. Mais nous en sommes séparés à l'heure actuelle. Voilà. Enfin, en tout cas, je pense que ça vaut la peine d'aller mourir en Chine pour aller enseigner ça. Donc, je t'invite, Thibaut, ouais, à un voyage sérieux, un vrai voyage. Tu dois bien avoir 35 ans maintenant. Presque. Oui, donc j'attends un peu, si tu permets. Pour ton anniversaire de tes 35 ans, je te propose un voyage tout à fait efficient. Tu noteras d'ailleurs qu'en 91, j'avais 35 ans et demi, donc j'étais parfait. Voilà. Ça concorde. Et ça concorde, absolument. Il faut quand même vous rendre compte, parce que personne ne peut s'en rendre compte, il y a encore quelques mois, Thibaut ne savait pas un mot de chinois, me semble-t-il. Et donc, c'est un degré d'assimilation, mais insensé. Insensé. Ouais. Capacité... enfin, bon, voilà, c'est pour ça que j'ai embrassé ta fontanelle, parce que c'est vraiment par là que tu travailles. Alors, je pense qu'il serait donc utile d'envoyer ça en Chine maintenant, pour voir comment eux le reçoivent, parce que des mathématiciens, ils en ont.
Et des mathématiciens, parce que je me suis quand même renseigné, Tom est connu à Pékin, donc à la BNU, donc à la Beijing Normal University. Il y a des cours de morphologie. J'ai rencontré aussi des logiciens qui sont au plus haut niveau du développement de la logique formelle aujourd'hui. Donc, si on trouve un seul Chinois qui veut passer 5 minutes à réfléchir à cet ensemble, la seule limite, ce serait qu'il faudrait peut-être merveilleux texte traduire en anglais. Une petite question, la photo de la maison de Saint-Jean-de-Perse, elle est visible, elle est quelque part? Je l'ai sur mon téléphone. Oui. Eh bien écoutez, je peux aller un peu plus loin. Bon, enfin, on ne va pas raconter tout, mais on va simplement dire ça. La maison était fermée. Oui. Et elle est jouxtée du petit temple dans lequel Alexis Léger a écrit Anabasque. Ce temple a été restauré et est parfaitement lui libre d'accès. Donc j'ai un certain nombre de photos de la maison de l'extérieur, de la maison vue du temple et du temple vu de la maison, mais sans que la porte ne soit ouverte. La maison est absolument admirable, absolument admirable. Et les flancs de la montagne sont d'une sauvagerie extrême, très sèche. Et ce qui est le plus admirable aussi, c'est que il y a un autre lieu, enfin il y a 2 autres lieux persiens à côté. Donc il y a une pagode d'où il a écrit à sa mère, et à côté il y a des roches sur lesquelles les Chinois, et là on retrouve exactement la même chose, ont écrit, je ne le sais pas, mais on me l'a dit, il est écrit inspiration de Dieu. Et il est impossible de savoir si c'est par hommage à Perse qu'ils ont écrit sur le rocher ce très très ancien signe, de toute façon parce que ce sont des pierres déjà très très corrodées, et ou inversement Perse est venu là parce que précisément il y avait les signes de l'inspiration divine qui étaient gravés dans les grandes pierres à côté de la pagode. Et à cette heure, les Chinois ont une telle élégance morale, contrairement à toutes les représentations barbares qu'on a d'eux, qu'il y a environ 15 ans, ils ont invité l'ambassade de France à venir se rendre dans cette maison et à côté de la pagode, et ils ont écrit une table en chinois, en marbre, pour célébrer la grande inspiration de Saint-Jean-de-Perse. Et cette table donc est intacte, et elle se trouve donc à quelques distances de ces rochers. Et pour finir sur la question météorologique qui hante en tout point ce que tu fais, les mêmes roches sont soumises donc à une chaleur dévorante puisque la forêt est très sèche, mais le froid l'hiver est tellement extraordinaire que les roches sont en même temps fendues en 2 par le gel et tombent en poussière granitique, ce sont des blocs de granit. Donc c'est un mélange, si vous voulez, d'extrême sécheresse et d'extrême froid qui est le lieu où l'œuvre a été élaborée, qui conduit bien sûr après l'ensemble du parcours de Saint-Jean-de-Perse. Ouais, non mais il faut quand même encore dire quelque chose sur l'exposé lui-même, parce que encore une minute, mais donc son art suprême, c'était effectivement, on a l'impression que tu fais des observations sur les signes chinois, des observations sur René d'une façon très indépendante, et ce qui est absolument admirable, c'est qu'il y a une progression d'un emboîtement qui progresse. Alors il y a un point technique sur lequel il va falloir que tu éclaircisses, c'est que tu verras dans l'apologie du Logos, René prend ses distances à l'égard de Mandelbrot et des fractales. Donc il faut que tu précises ton rapport au fractal. Donc je le dis de mémoire parce qu'il faudra revenir au fond. L'idée de René sur l'erreur de sur les limites du modèle de Mandelbrot, c'est qu'il suppose un rapport aussi, on dira, ingénu à l'infini. C'est-à-dire qu'il suppose que la réplication du modèle fractal peut se prolonger sans que cette réplication subisse des déformations quand il arrive à un certain nombre non défini d'itérations. Donc il y a une conception donc trop rigide de l'infini, et qui c'est d'ailleurs le grand thème de Tom
ne serait-ce que pour la prédiction écologiste aujourd'hui, on se sert des grands nombres comme on se sert les mêmes équations pour les grands nombres que pour les petits nombres. Or, tout arithméticien est obligé de reconnaître qu'il y a des déformations dans les grands nombres qui ne se plient plus aux mêmes équations. Donc, le problème initial de ton ouverture, c'est que la théorie du splatch convient entièrement pour les gouttes de l'Hokusai, mais la lecture à la Mandelbrot de la dentelle des vagues doit être ou coordonnée avec les objections de Thom ou présentée dans son opposition, mais tu ne peux pas juxtaposer les deux modèles parce qu'à ce moment-là, on pourrait te dire, mais il te manque un modèle, celui de Prigogine. Et donc, on pourrait arriver à ce moment-là à une sorte de, si tu veux, de syncrétisme des modèles. Donc, mon conseil, puisque tu montres à la fin une telle convergence entre Magioï et Thom, mon conseil, c'est d'arriver à unifier ton modèle en intégrant Mandelbrot, mais dans ses limites. Déjà, dans la pensée, je dis que de la même manière que le fractal se limite dans la matière à un certain nombre de... Oui, le strates, oui. Dans la pensée, il se reproduit qu'en fonction de l'utilité où peut aller la pensée. Il y a un moment où comme la matière, c'est trop petit, et puis ça disparaît. La deuxième remarque que je voulais faire, tu as frôlé un problème que je n'ai pas entièrement approfondi, mais que je te recommande profondément, quand tu as montré les roues du char. Or, nous avons un modèle dans la philosophie grecque pour un modèle cosmologique à partir des roues du char, c'est le poème de Parménide. Parce que tu sais que le héros donc marche vers la porte de la vérité, de la déesse, et il est monté sur un char donc, qui unit deux roues sur un axe dont il est dit qu'il chauffe tellement qu'il siffle. Donc il y a aussi une musicalité de la catastrophe, si tu veux. Et les lectures approfondies tendent à montrer qu'en fait, l'articulation entre le monde de l'être et le monde de l'apparence, qui est l'objet de l'ensemble du poème, est déjà anticipée par la connexion par l'axe qui est le logos des deux roues du char. Donc en fait, tout le modèle de la pensée de Parménide est déjà écrit dans l'articulation du roue du char, et comme tu l'as dit, parfaitement vu du dessous. Vu du dessous. Avec bien sûr le roi, ou d'ailleurs on pourrait dire le tarot, parce que c'était aussi très tarotique comme ça, voilà. Donc, ce que la Chine nous dit ici, la perfection, Parménide nous le dit, et après se pose une question à développer: quel est l'impact de l'œuvre de Parménide sur l'histoire de la philosophie, c'est-à-dire sur Platon et sur Aristote, et son prolongement jusqu'à nos jours. Ce qui fait que se pose du même coup un problème extrêmement important. Donc, quel rapport entre le char et la transcendance démembrée, ce que tu as fait, ce qui peut se traduire aussi en langue européenne, quel est le rapport entre Parménide et la transcendance démembrée. Et je pense que la transcendance démembrée, précisément, c'est le lieu de passage entre la roue gauche et la roue droite du char de la Chine ou de Parménide. Donc ça, c'est une chose aussi qui m'a frappé, qui m'a semblé essentielle. Ensuite, ce qui m'a frappé, c'est ce que tu as dit sur Magioï, parce que, sans insister sur toutes les implications de ce que tu viens de dire, mais Magioï est donc un officier français, exactement dans les années de Ségalène, qui s'est retrouvé non pas en Chine, mais en Vietnam, donc bien avant la Seconde Guerre mondiale, même bien avant avant la Première Guerre mondiale. Et qui a donc reçu une initiation et qui est devenu ensuite le transmetteur, le transmetteur d'une initiation asiatique à René Guénon, et l'a aidé à un dialogue avec la Chine qui apparaît dès ses premières œuvres, mais qui va connaître un déploiement considérable dans le livre de Guénon sur la Chine, qui s'appelle La Grande Triade. Donc la Grande Triade, c'est ce chef-d'œuvre ultime qui est donc, parce que ça c'est aussi important, Guénon achève son œuvre non pas du tout sur l'islam, ni même sur l'Inde, mais sur la Chine. Et la Grande Triade, donc,
tu as tiré les modèles, tout ce que tu fais sur... Allié à l'inventaire. En fait, c'est Wang, l'empereur, c'est le même symbole. Voilà. Donc, mais je dis ça, je sais que tu le sais parfaitement. Et pour le public, te rendre compte que tu viens d'apporter une contribution géométrique, une sorte d'articulation à ce que Guénon a laissé, au fond, d'une façon inachevée en 1951. Comme si, au fond, les premiers essais mathématiques de René, qui datent exactement de cette époque, venaient en relais contre tous ceux qui, d'une fermeture d'esprit remarquable, ne comprennent rien à ce qui se passe avec Guénon. Lui, il est passé, sans le savoir d'ailleurs, enfin je sais qu'il a rencontré des gens qui lui ont proposé une collaboration entre ses modèles et Guénon, mais il s'en est protégé, et je pense que c'était le bon moment pour s'en protéger. Mais avec ce que tu viens de faire, là, alors à ce moment-là, il se passe vraiment quelque chose d'absolument nécessaire, et la grande triade est réécrite dans le formalisme thomien, ce qui a été donné à l'instant, et on ne peut pas manquer ça. Et on arrive aussi à une autre question, hein, si l'œuvre suprême qu'un intellectuel européen aujourd'hui, c'est de se trouver en bord à bord avec la Chine, c'est-à-dire ce que tu as fait ce soir, Tom, et puis les poètes chinois, si c'est exactement comme ça que s'arrête l'œuvre de Guénon, et si c'est exactement comme ça que s'arrête l'œuvre de Leibniz lui-même, on en arrive à une difficulté, c'est qu'il n'y a pas de synthèse possible. Je ne pense pas qu'il y ait une synthèse possible. Il y a simplement ce que Leibniz appelle admirablement une balance. Il y a une balance entre l'Orient et l'Occident. Et que l'épidémie que nous vivons, précisément, met en cause cette balance. Et risque, ou bien, donc, dans les éléments disons, économiques et sociaux qui ont précédé l'épidémie, la balance se transformait en une fusion, puisque, comme chacun l'a remarqué, les industries européennes ne peuvent plus produire parce que tous les objets sont en Chine. Et donc, il y a là une perspective de fusion. Il y a, bien sûr, la perspective de désarticulation, qui avait certainement connu avec la guerre de l'opium la version la plus abominable qui puisse exister. Et donc, la question, c'est d'arriver à la balance. Et c'est vrai que dans le monde, sont arrivés à la balance, au fond, 3 personnes, Leibniz, Guénon et aujourd'hui toi. Voilà, donc, il faut que et en un jour où elle est impossible, bien sûr. Toujours comme ça, c'est du Thibaut pur.